Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. C'est un privilège pour nous d'être avec vous cet après-midi, ce soir encore. Comme le commissaire l'a dit, on m'appelle Oru Jérémy. Je suis anesthésiste de formation de base, mais j'ai étudié la psychologie. Et dans mon parcours, j'ai fait un master en communication publique et politique de développement. Le Saint-Esprit m'a conduit à étudier toutes ces choses afin que tout ce qui pose problème dans la vie de couple, en milieu chrétien, nous puissions apporter quelque chose sous la direction du Saint-Esprit. Donc, sur les questions de communication, je suis très à l'aise. J'ai même été, dans mon parcours, directeur d'un journal. C'est pour ça que je réussis à éditer facilement les magazines sans problème. Et donc, ce soir, le Saint-Esprit m'a conduit à ce qu'on échange sur quelque chose qui ruine beaucoup de couples. Beaucoup de personnes dans leur vie de couple ont de sérieux problèmes sur les questions de communication. Cet après-midi, nous avons beaucoup échangé sur les questions d'orientation conjugale, de choix conjugal et aussi d'orientation de la vie conjugale. Beaucoup de personnes n'étaient pas là, ce n'est pas bien grave, je crois que vous aurez les vidéos et qu'on aura certainement l'occasion de se revoir sous d'autres topics. Amen. Nous avons eu l'occasion de montrer aux jeunes frères et aux jeunes sœurs qui étaient là ce qu'on peut globalement appeler les critères de choix. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il faut éviter, complètement éviter au moment où on est en train de faire le choix conjugal. Et c'est bon à savoir dès maintenant. Il y a des choses qu'il faut même fuir. Lorsque vous les sentez quelque part, pliez vos bagages et éloignez-vous. Il y a des choses aussi qui étaient bonnes à savoir. Parce que la majorité des problèmes de couple trouvent leur fondement dans les relations antérieures de la personne, soit avec elle-même ou avec ses parents, dans ce que nous on appelle le développement psychologique de base de la personne. Beaucoup de problèmes trouvent leurs racines là-bas. Mais lorsque vous rencontrez la personne à l'église ou dans la ville de Cotonou ou n'importe où, vous n'avez pas l'occasion d'aller lire dans son passé. Et vous la prenez telle que vous la voyez et après ça pose d'énormes problèmes. Comme je le disais cet après-midi, nous entendons tellement de choses bizarres. Nous voyons tellement de misère dans les couples. Nous voyons tellement de souffrance dans les relations conjugales que nous avons mis en place une plateforme d'échange où nous lançons chaque semaine un sujet. Et nous avons commencé comme amusement, nous avons créé la plateforme virtuelle, un groupe. Mais en une semaine, le groupe de 257 personnes est saturé. Depuis 2 ans, personne ne bouge. C'est-à-dire, même si quelqu'un s'approche de moi pour dire « Tonton, je veux rentrer dans votre groupe là », ce n'est pas possible. Le groupe est saturé. Et si quelqu'un bouge, une autre personne systématiquement rentre et ça fait peut-être le jour où son Android va se planter. Sinon, tu ne peux pas revenir. Donc cela montre l'importance du sujet, tant dans le monde que dans le milieu chrétien. C'est pour cela que nous saluons avec beaucoup de respect ceux qui ont reçu du Saint-Esprit et qui n'ont pas résisté à ce que nous puissions échanger sur cette thématique, bien que nous ayons le Christ qui a fait tout pour nous. Il y a des choses que le monde utilise encore pour nous embêter. Je voudrais saluer donc mon frère. Il a dit, c'est un frère à moi, nous avons été sur tous les coups ensemble, depuis le Nord jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais saluer et bénir la vie du commissaire Waidi. Bonsoir frère. Je voudrais aussi saluer le père de la maison. Je l'ai dit cet après-midi, le BSE, je connais depuis plus de 20 ans. Déjà quand j'étais au Nord, lorsque je viens à Cotonou, je demande quelle est l'église sérieuse, on me dit va à EBSE. Donc je faisais mes cultes à EBSE, c'était encore à la maison du peuple d'Akwapa. J'étais là-bas quand j'entendais parler du projet de construction du temple de Tanto. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Que le nom de Dieu soit glorifié. Mais la chose qui mérite louange et reconnaissance à Dieu, c'est que le père de la maison, depuis toutes ces années, est resté constant. Partout où j'ai entendu parler de lui, ça a toujours été en bien.
J'ai entendu parler de lui en Belgique. C'est un homme de Dieu qu'on traite avec beaucoup de respect. J'ai entendu parler de lui au Burkina Faso. J'ai entendu parler de lui en Côte d'Ivoire. Mais toutes les fois qu'on dit Bishop Aonou Josué, on parle de lui avec respect. Papa, restez ce que vous êtes pour nous et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler de la communication dans le couple. Je dis bien communication dans le couple parce qu'on avait aussi la possibilité de vous parler de la communication du couple. Ça, c'est encore une autre thématique. Mais ce soir, je veux beaucoup plus parler de la communication du couple. L'une des choses que nous faisons de la pire des manières et qui pose des problèmes dans les couples, dans les foyers, et dès qu'il y a problème dans le foyer, ça commence par impacter l'Église, c'est la communication. Si quelqu'un me suit, qui dise Amen. Ceci étant dit, nous allons demander la direction du Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit nous conduise et nous dirige. Prions ensemble au nom de Jésus. Père, nous te disons merci ce soir pour le privilège que nous avons d'être ici. Si tu nous as amenés ici, Père, c'est parce que tu veux nous bénir. Nous savons, Papa des cieux, du reste, que toutes les fois que nous venons dans un contexte pareil, en retour, nous avons été bénis. Et nous savons ce soir que tu veux nous bénir encore. Que la gloire soit à ton nom, Père. Je prie que ce que nous allons partager ce soir, ça puisse faire du bien à quelqu'un qui est déjà dans la vie de couple et qui souffre des âpres d'une mauvaise communication. Je prie, Seigneur Jésus, par la grâce de ton esprit, que tu corriges quelque chose dans sa vie au nom de Jésus-Christ et que les pleurs puissent s'arrêter afin que la joie promise puisse s'installer dans les couples au nom de Jésus. Je veux te dire merci, Seigneur, parce que c'est toi qui conduis tout. Saint-Esprit, toi qui connais tout dans les détails, je prie que tu prennes le contrôle. Glorifie le Fils et glorifie le Père. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme le commissaire le disait, je suis venu avec mon épouse. Pendant que moi, je suis consultant en qualité sécurité des soins dans les hôpitaux, elle travaille dans un projet de la Banque mondiale. Et Dieu nous a fait grâce. Récemment, nous avons un bébé de 4 mois. Malheureusement, comme ça sera long, il n'est pas venu avec nous. Carl Neria. Amen. Alors, nous allons passer dans notre communication proprement dite, la communication dans le couple. Nous allons suivre un plan très simple. Nous allons d'abord voir les mécanismes de la communication. Nous allons voir les choses qui, en principe, facilitent la communication dans le couple. Parce que la communication dans le couple, ce n'est pas la même communication que dans l'entreprise. Ce n'est pas la même communication que dans toute autre chose. Donc, il y a des éléments qui facilitent la communication dans le couple. Ensuite, nous allons voir quels sont les parasites de la communication. Ah, il y a des prédateurs, bien aimés. Et c'est les prédateurs qui font que nous ne nous comprenons presque jamais. Nous allons voir quels sont les prédateurs, donc les parasites. Nous allons voir aussi quels sont les ingrédients de la communication. Parce qu'en dehors de la communication classique que nous connaissons, il y a qu'il faut mettre de temps en temps du piquant dans la communication. Nous allons les voir. Nous allons voir les perturbateurs de la communication et nous allons voir globalement comment s'améliorer parce qu'on se serait rendu compte que pendant longtemps, nous avons toujours mal communiqué. Amen. Je vous dispense de ce jeu. Comme c'est le soir, on va passer. La prochaine fois, on aura l'occasion de jouer au 10. Si j'ai d'autres opportunités, rappelez-moi ça. Réclamez le jeu de 10. Amen. Alors, d'une manière générale, lorsqu'on parle de communication, dans toutes les écoles de communication, on va vous dire que c'est un émetteur, on va vous dire que c'est un récepteur, on va vous dire que c'est un message, on va vous dire que c'est un canal, et on va vous dire que c'est un effet, c'est-à-dire le feedback. Alors, d'une manière générale, pour avoir de problèmes dans la communication, il peut y avoir de problèmes soit en A, soit en B, soit en C, ou bien en D, ou bien même en E. Parce que de toutes les façons, lorsque tu envoies un message à quelqu'un dans un bon canal, dans de bonnes conditions, et la personne estime avoir reçu le message, et il ne produit pas l'effet escompté, c'est qu'il n'y a pas eu communication. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, il peut y avoir donc des problèmes à tous les niveaux. Alors, au-delà de ces éléments classiques, il y a des éléments spécifiques qui s'ajoutent aujourd'hui à la communication auxquels les standards ne faisaient pas attention. Il y a ce qu'on appelle le moment de la communication. Au-delà de tout le reste, ça a été dit à quel moment.
le message que tu m'as envoyé, tu l'as envoyé à quel moment? Nous entendons souvent dire, j'ai pas aimé ce que tu m'as dit, surtout lorsque le moment où tu l'as dit n'était pas propice. Le message est bon. Je suis d'accord avec la forme, je suis d'accord avec le fond, mais il y a quelque chose dont je n'étais pas d'accord, c'est le moment. Donc, il y a cet élément-là auquel nous devons faire très attention dans la communication. Ah bon? Donc, on peut avoir le bon message, on peut avoir le bon canal, on peut être le bon émetteur, mais le moment où on a lancé le message n'était pas propice. Il y a le lieu. Ah, là où tu m'as dit ça, ce n'est pas là que tu devrais dire. Donc, parfois, on peut avoir le bon message, on peut être le bon émetteur, et en face de nous, c'est le bon récepteur. Le message est bien formulé, mais le lieu où on a sorti le message n'était pas le bon lieu. Ensuite, il y a la manière dont tu as dit ça. Ou bien, on dit souvent ça, non? Mais c'est quand même un bon message, je t'ai dit la vérité. Oui, c'est la vérité, mais la manière. Donc, ensuite, il y a la qualité de l'émetteur. Au moment où tu es en train d'émettre le message, quelle est la qualité de l'émetteur? Et ce dernier point sera fondamentalement le problème des communications téléphoniques. Lorsque toi, tu appelles, allô, bon, donc je suis en train de te dire, est-ce que tu sais quelle est la qualité de l'émetteur au moment où tu es en train d'envoyer ton message? Si tu n'en tiens pas compte, tu vas envoyer un bon message et tu vas espérer l'effet escompté, mais tu ne verras jamais l'effet. Si quelqu'un me suit, qui dise Amen. Alors, dans le couple, d'une manière générale, l'émetteur, ça peut être l'homme, ça peut aussi être la femme, c'est-à-dire celui qui envoie le message, n'est-ce pas? Nous sommes dans un contexte de couple. On n'a pas encore ajouté les autres personnes du couple, donc c'est l'homme et la femme. Alors, donc, ça peut être l'homme qui envoie le message, ça peut être la femme qui envoie le message. Récepteur, ça peut être la femme qui reçoit le message, ou bien c'est l'homme qui reçoit le message. Amen. Mais quant au message, ça peut être des messages de toutes sortes. Ça peut être de bons messages, plaisants, ça peut être de mauvais messages qui sont peu plaisants. Dans le couple, les messages que nous envoyons ne sont pas forcément bons tout le temps. C'est parfois du bon, parfois du moins bon. Le canal d'une manière générale peut être donc verbal, donc on parle de la communication verbale, et ça peut être non verbal. Les spécialistes te diront que 90% de la communication est non verbale. Donc, pendant que je suis là, je suis en train de parler, j'ai en face de moi des gens qui ne disent rien, mais je communique avec vous. Amen. Et si la communication ne passe pas, quand on est bon communicateur, on doit pouvoir le savoir. Amen. Donc, alors ensuite, il y a l'effet. Toutes les fois que nous envoyons un message, c'est que nous attendons une réaction. La réaction peut être positive, la réaction peut aussi être négative. Parfois, ça peut être une réaction mitigée. Mais au moins, il y a eu effet. C'est ça qui nous montre que la communication est passée. De toutes les façons, s'il n'y a pas d'effet, c'est qu'il y a eu un problème dans la communication. Diapo suivante. Alors, si c'est que nous étions rien que des couples, j'allais demander à chaque homme de se mettre à côté de sa femme et chacun va répondre à ces questions. Et après, chacun allait donner la feuille à son conjoint pour jeter un coup d'œil. Malheureusement, nous ne sommes pas dans ce contexte, il n'y a pas de problème, mais regardez les questions. La première question, dans votre couple, tu es plus quoi? Émetteur ou bien receveur? Quand vous êtes à la maison, là, qui émet un message et qui reçoit plus? Donc, demande-toi, je suis plus souvent quoi? Celui qui envoie les messages ou bien celui qui reçoit les messages? Deuxième question. Les messages que tu reçois de ton conjoint ou de ta conjointe te font plaisir à quelle proportion? Moins de 50%. C'est-à-dire, toutes les fois que toi, tu me dis quelque chose là, c'est de nature à m'embrouiller, à me confondre. Ou bien non, à 50%, ce que tu me dis, c'est vraiment, ça me fait plaisir. Ou bien à plus de 50%. Je vous rappelle que dans le couple, il y aura de ces messages au moment où tu prends la clé de ta voiture, et le riz est fini, hein? Le maître a déjà demandé ses frais pour le répétiteur, c'est maintenant on doit le payer. Hein? Ah, il y a 2 factures qui sont déposées là. Donc, la personne qui émet ce message ne se demande jamais
quel effet mon message fait à celui à qui je l'envoie. Donc ce soir, je vous dis, quelle proportion de joie ou de bonheur votre message que vous envoyez produit, d'une manière générale. Ensuite, la troisième question, dans votre couple, quel moyen vous utilisez le plus? Est-ce que c'est l'écrit? Est-ce que c'est l'oralité? Est-ce que c'est la communication non verbale? Si vous avez envie, classez. Pour dire, chez nous, là, je crois que c'est beaucoup plus verbal. Secondairement, c'est les textos. Et bon, des fois, c'est ni l'un ni l'autre. Lorsque je rentre à la maison, que je dépose mon sac, que je rentre dans ma chambre, tout le monde sait ce que je suis en train de dire. C'est un message. C'est non verbal, mais c'est connu et accepté de tous. Alors, la quatrième question, à quelle proportion ton conjoint réagit à tes messages? Est-ce que tu es sûr que dans 100% des cas, quand tu dis quelque chose, la réaction vient, qu'elle soit négative ou positive, mais tu sens quand même que le message est passé? Ou bien à 50%, ou bien à 30%, ou bien à 20%, ou bien 10%. Dans la majorité des cas, tu dis quelque chose et tu n'as jamais l'effet escompté. Ce n'est que 10% que la personne réagit. On pouvait faire l'exercice et chacun allait donner la feuille à son vis-à-vis pour que son mari puisse voir, ou bien sa femme puisse voir comment ces messages qu'il envoie généralement, l'effet que ça lui fait. Nous ne l'avons jamais fait, vous ne l'avez jamais fait. Le jour où vous allez le faire, vous allez commencer tout de suite par améliorer votre communication. Et la dernière question, c'était entre émettre message et écouter message, selon vous, lequel est plus facile? Quand je dois dire les choses et tu vas exécuter, j'attends l'effet. Ou bien tu dois dire des choses et tu attends l'effet de mon côté. Qu'est-ce qui est le plus facile? Qu'on soit en train d'émettre message ou de recevoir message? Ça aurait été intéressant que chaque femme écrive et que chaque mari écrive aussi, et ils vont s'échanger les copies. Pour que nous puissions voir les ordres que nous donnons de façon intempestive, là, l'effet que ça fait à l'autre. Et les informations que nous balançons là. Ah, n'oublie pas, en venant, il faut acheter telle chose. Tout ça là, on allait écrire l'effet que ça nous fait chaque fois qu'on nous envoie des commissions comme ça là, à la va-vite. Diapo suivante. Alors, d'une manière générale, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, il y a 5 choses qui facilitent la communication dans le couple. Je vous ai dit qu'il y a la communication dans l'entreprise, il y a la communication partout ailleurs. Mais ici, nous sommes dans un contexte de communication à l'intérieur d'un couple. De sorte qu'il y a des facilités. La première chose qui facilite la communication dans le couple, c'est qu'on se connaît. Alléluia. La personne à qui tu parles là, tu connais bien. Tu sais comment communiquer avec cette personne-là. Ce n'est pas comme un collaborateur que tu vois une fois en passant. Ce n'est pas comme dans la rue. Ce n'est pas comme dans une entreprise où tu vas acheter quelque chose. Celui avec qui tu communiques dans ce cas précis, c'est une personne que tu connais bien. Et la personne aussi te connaît bien. Donc, en principe, c'est des éléments qui facilitent la communication. Le fait qu'on se connaisse suffisamment. La deuxième chose, c'est qu'il y a une complicité entre conjoints. Et la complicité entre conjoints facilite la communication. Amen. La complicité entre conjoints facilite la communication. Lorsque je dis à ma femme, ou lorsque nous recevons des visiteurs, et je fais un geste, elle sait ce que je suis en train de dire, à demi-mot, parce qu'il y a une complicité entre elle et moi. L'une des choses qui facilite la communication dans le couple, c'est que le moyen de communication est habituel. Habituellement, on dit quelque chose, soit pendant la méditation le matin, soit pendant la prière le soir. Mais le jour où je dis, ah voilà, attention, je t'ai laissé une lettre à côté de la télévision. Ah, ça fait un autre moyen de communication. Ça, ce n'est pas habituel. Habituellement, il ne me laisse pas de lettre, il me dit ce qu'il a envie de dire. Donc, le fait que nous ayons une manière connue et acceptée de tous de communiquer est quelque chose qui nous facilite la communication. D'une manière générale, dans le couple, le sujet est circonscrit. Lorsque tu appelles ta femme, tu ne commences pas par dire, bon, donc là, dans ce cas, au niveau de la jante, parce que les patins, non, ce n'est pas des messages comme ça. Quand tu appelles ta femme ou bien quand ta femme t'appelle, le message est circonscrit. On sait à peu près de quoi on veut parler, de quoi on parle habituellement. Donc, c'est des éléments en principe qui facilitent la communication dans le couple, le fait que le sujet est circonscrit. Alors, je vous dis ces choses
pour que chacun de nous puisse comprendre que le jour où nous voulons changer de sujet, nous devons prendre certaines précautions. Parce que d'une manière générale, dans la communication du couple, le sujet est circonscrit. Donc, lorsqu'on veut sortir de ce sujet-là, il est normal qu'on prenne certaines précautions. Si on ne le fait pas, on va perdre l'autre. Parce que là, ce n'est pas des sujets auxquels on est habitué. Enfin, dans le couple, on a la facilité de vérifier l'effet de l'information. On n'a pas besoin d'attendre à la fin de l'année pour organiser une séance de suivi, évaluation, pour voir si ces messages sont passés. Non, 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 on n'a pas besoin de ça. Lorsque tu parles à ton épouse, lorsque tu parles à ton époux, tu as les moyens de vérifier tout de suite, est-ce qu'il a compris ce que j'ai dit? Est-ce qu'il a été d'accord avec ce que j'ai dit? Donc, la facilité de vérifier l'information dans le couple est plus à portée de main que dans d'autres conditions. C'est pour vérifier si l'information qu'on a balancée dans un projet, à la fin de l'exécution, on fait suivi, évaluation. Mais dans le couple, on n'a pas besoin de ça. On peut évaluer tout de suite le soir ou bien même dans l'immédiat pour dire est-ce que le message est passé. Diapo suivante. Alors, pendant qu'il y a ces éléments qui facilitent la communication dans le couple, il y a en même temps à côté des éléments qui vont parasiter la communication dans le couple. Et la première chose, c'est que l'émetteur, celui qui envoie le message, peut être influencé par autre chose. Si la personne est influencée par quelque chose d'autre au moment où il est en train d'envoyer le message, cela peut parasiter le message. Cela peut influencer le message. C'est important à savoir. Est-ce qu'au moment où il m'envoyait le message, il n'est pas parasité? Quelque chose n'a pas parasité notre communication. Par exemple, au moment où ton mari est en train d'aller au boulot, sa voiture trouve crevaison au niveau d'un carrefour. Il est debout en train de chercher comment enlever le pneu, changer. C'est en ce moment que tu appelles pour dire, ah voilà, par rapport aux couches de bébé, n'oublie pas. Dans la plupart du temps, il va oublier les couches de bébé. Parce que quelque chose a parasité votre communication. Au moment où tu as envoyé le message, il n'était pas en bonne posture pour écouter un tel message. Mais toi, tu ne pouvais pas le savoir. Parfois, l'émetteur ne maîtrise pas suffisamment le sujet. On est en train de dire quelque chose dont on n'a pas bien compris le contour. Ça parasite la communication. Si tu n'as pas compris le sujet et tu veux donner l'information, tu veux dire quelque chose à l'autre, communiquer sur ça, ça va beaucoup parasiter la communication. Parce que toi-même, déjà, tu ne maîtrises pas le sujet. Parfois, l'émetteur fait trop de non-dits. Ah, ça là, ça sera problème dans beaucoup de couples. Les non-dits. Eh, chérie, ce soir, le commissaire va passer à la maison. D'accord. Et à 20 h, tu arrives. Tu dis, mais j'ai dit que le commissaire va passer. Oui. Et alors? On doit manger ensemble. Mais tu ne m'as pas dit qu'on va manger ensemble. Mais quand je te dis que le commissaire va passer, tu dois savoir que c'est pour qu'on mange ensemble ce soir. Est-ce qu'au moment où tu me disais que le commissaire va passer, tu as dit quelque chose comme ça? Donc ça, c'est les non-dits. Alors, l'émetteur va se dire, toi, tu dois savoir que... Ah, bien aimé, dans la communication, dans le couple, faites attention, il n'y a pas de « tu dois savoir que ». Tu veux dire quoi? Il faut que le message soit bien formulé. Les non-dits seront un gros parasite dans la communication, dans le couple. Généralement, on ne dit pas suffisamment ce qu'on veut dire et on attend à ce que le résultat suive. Ça ne marchera pas. Amen. Lorsque tu es au boulot et la femme a des problèmes, un enfant a fait quelque chose, il a cassé un tuyau, l'eau est en train de sauter au-dessus de la maison. Et c'est en ce moment que tu appelles. Tu dis, bon, Atassi, que tu as fait la dernière fois là, ce soir, est-ce qu'on peut encore? Est-ce que c'est le moment d'envoyer de tels messages? Il y a quelque chose qui va parasiter la communication parce que l'émetteur n'est pas en posture de recevoir un tel message. Amen. Parfois, le message peut être compliqué. Si vous envoyez des messages compliqués qui ne sont pas faciles à disséquer, à digérer, la communication sera paralysée. Le canal de transmission peut être perturbé. Donc, le son n'est pas bon. Ah, il y a mon papa qui faisait beaucoup quelque chose et ça énervait maman et tout le monde à la maison. Au moment où il veut sortir, il démarre sa moto. La moto commence par ronfler. C'est en ce moment qu'il est en train de laisser un message. Dans 95% des cas, il est parti sans qu'on sache qu'est-ce qu'il était en train de dire.
étais là toute la journée à la maison. Tu étais là avec ta femme. Nous étions là. Tu veux sortir. Et c'est au moment où tu as démarré moto. Moto commence par ronfler. Toi, tu es sur moto. Les autres sont de l'autre côté. C'est là maintenant, il parle et il s'en va. Pour dire qu'il a laissé message. Donc, c'est difficile en termes de communication de piger un message comme ça. Parfois, le canal que nous utilisons n'est pas adapté. Il y a des canaux qui, à un moment donné, ne sont pas les meilleurs, ne sont pas les justes qu'on peut utiliser pour communiquer. Si le canal n'est pas adapté, tu envoies le message sera parasité. Donc, il faut que ça soit le bon canal, adapté à ce type de message en ce moment-là. Amen. Je suis dans la communication, dans le couple, mais je m'emmerde un peu pour donner certains exemples à cause du fait que j'ai été invité par le pasteur de la jeunesse. C'est quand je serai invité par le pasteur des couples que je vais donner certains exemples. On continue, ce n'est pas bien grave. Parfois, le canal n'est pas en bon état. Donc, le canal par lequel tu veux envoyer le message, il fait des interruptions, il n'envoie pas le message, il n'est pas apte à faire le travail. Ou bien le message n'est pas bien formulé. On dit quelque chose, mais ce n'est pas clair. Le message n'est pas bien formulé. Lorsqu'on est dans la communication, dans le couple, si on ne formule pas bien les messages, les parasites vont prendre le message et on ne se comprendra pas. On sera étonné de ne pas obtenir l'effet escompté. Amen. Parce que le message n'a pas été bien formulé. Ou bien le receveur est absent. Pas absent géographiquement, mais absent sur le plan émotionnel. On est en train de parler, mais il n'est pas là. Quand il y a des choses comme ça, la communication ne sera pas bien. Ensuite, le receveur peut ne pas être en phase avec le sujet. Tu es en train de parler de quelque chose, mais sa pensée est sur autre chose. Amen. Lorsque quelqu'un, je suis là en train de regarder une émission importante, où je veux comprendre certaines choses, ou peut-être un psychopédiatre, ou un psychologue clinicien, ou un psychiatre est en train de faire un développement à la télévision, et je suis là bien capté, je crois que pendant ce temps-là, si on est en train de me dire quelque chose par rapport au frigo qui ne marche pas bien, je ne suis pas en phase, je ne vais même pas entendre. Je serai là pour dire ouais, mais je n'entends pas. Donc le receveur n'est pas en phase avec ce que vous êtes en train de dire. C'est important à savoir dans la communication, dans le couple. C'est des petites choses qui nous ont amenés à créer de gros problèmes dans le couple. Et je vous ai dit cet après-midi qu'un petit problème qui n'est pas réglé, parce que ça aussi nous ne connaissons pas, le démon va récupérer tout de suite et ça va devenir un gros problème. Nous en recevons tous les jours de petites choses sur lesquelles les gens ils commencent par mal formuler un message ou utiliser un mauvais canal et ça commence par devenir des perturbations. On était à 2 semaines du mariage de 2 jeunes fiancés et ça a failli exploser le couple et annuler le mariage. Parce que le jeune homme a appelé sa fiancée qui était dans un contexte qu'il ignore. Il a appelé plusieurs fois, elle n'a pas décroché. Et là, ça suffit pour le mettre lui complètement en boule. Parce qu'il veut communiquer et la communication ne passe pas. Donc finalement, il est venu me voir pour dire vraiment, papa, ce n'est pas la peine, hein, ça franchement, si c'est comme ça, regarde, depuis 15 h jusqu'à 19 h, j'appelle, elle ne décroche pas. Ah non, ça, moi, c'est ça, je suis venu vous dire. Le mariage n'aura plus lieu pour moi, c'est terminé. J'ai dit, c'est compliqué, hein. Bon, assois-toi. Il s'est assis. Il dit, bon, il faut que moi aussi, je sois témoin au moins d'un appel. Ou bien, lance son numéro. Il a lancé le numéro, ça a sonné, elle a décroché. Alléluia. Et quand elle a décroché, moi, je crois que je voulais prendre ma douche, donc je suis rentré dans ma douche. Et il a commencé par sermonner la go, par l'insulter avec des mots très forts. Moi, je n'ai pas entendu les mots. Et la go, très fâchée, quand elle a raccroché le téléphone, elle décide aussi de venir me voir pour dire, si c'est comme ça, il va me parler, il n'y aura pas mariage. Et elle vient chez moi toute furieuse et elle le trouve assis là. Amen. Elle dit non, je suis venu, papa, je suis venu parce que là, tout à l'heure, ce qu'il était en train de me dire, hein, c'est après ça qu'il est venu ici. Et j'étais là, je souriais. Elle dit, mais il t'a dit quoi? Non, c'est même pas pour moi d'entendre. Elle a commencé par parler. J'étais là. J'ai dit, bon, ok, assois-toi. Il a dit quoi? Non,
il était dans le salon là-bas avec ses frères et sœurs, ses petites sœurs et ses petits frères. Et c'est là qu'il commence par me dire certaines choses. Il ne peut pas me dire ça, surtout devant ses frères. Est-ce qu'il était devant ses frères? Il a dit, ok, maintenant assois-toi. Première chose, c'est que lui t'a appelé fatigué, tu ne décrochais pas. Et il est venu se plaindre. Et avant de formuler sa plainte, je lui ai dit de lancer la dernière fois l'appel. Et il a décroché, et tu as décroché. Donc l'appel là, ce n'était pas devant ses frères, ni devant ses sœurs. Si c'est à cause de ça que le mariage ne va pas tenir, le mariage peut tenir, parce que c'était ici qu'il était assis au moment où il appelait. Amen. Deuxième chose, ironie du sort, concours de circonstances. Même moi, je n'ai pas entendu ce qu'il t'a dit. Parce que dès que tu as décroché, j'étais soulagé et je suis allé pour prendre ma douche. Donc, qu'est-ce qu'il a dit concrètement? C'est lui seul et toi seul qui puisse nous dire ce dont vous avez discuté. Donc, il a fallu donc qu'on relève ces éléments de communication pour que le couple puisse se retrouver et que le mariage puisse avoir lieu. Alors, donc, en matière de communication, si nous ne faisons pas attention, il y aura de petites choses qui vont parasiter la communication et qui vont annuler tout ce qu'on a pris du temps pour construire. Le phénomène qui embête la communication souvent, c'est les filtres des messages. Vous savez, lorsqu'on commence par vous parler, ou lorsqu'on commence par nous parler, nous ne suivons pas le message en fonction de ce que l'autre est en train de dire. Nous suivons le message en fonction des filtres. Quand je vous parle là, vous ne me suivez pas forcément en fonction de ce que je suis en train de dire. Chacun de vous est en train de filtrer le message, soit en fonction de ce qu'il a déjà entendu sur la communication, soit en fonction de ce qu'il a entendu comme enseignement, soit en fonction de l'éducation qu'il a reçue. Chacun est en train de filtrer le message. Et il y a globalement 5 filtres que nous utilisons pour filtrer les messages, auxquels nous devons faire attention. Le premier, nous filtrons les messages par rapport à notre expérience. Ce que nous avions vu, ce que nous avions entendu, ce qu'on connaissait avant là, ça sert de filtre pour filtrer le message. Donc, généralement, même les prédications, c'est pour ça qu'on prêche des années, rien ne change dans notre vie. Nous ne suivons pas la prédication. Nous le filtrons en fonction de notre expérience. La deuxième chose, c'est notre arrière-plan culturel. Chaque fois que quelqu'un nous dit quelque chose, tout de suite, on commence par filtrer le message en fonction de notre arrière-plan culturel. On tape le message par rapport à ce que nous sommes et on sort maintenant ce que nous, on veut entendre par là. Et du coup, l'effet ne peut pas être produit parce que le message a été filtré. Nous filtrons le message par rapport à notre éducation, la manière dont nous avons grandi, le contexte dans lequel nous avons grandi là. On filtre chaque message en fonction de notre filtre éducationnel. Et on reçoit maintenant ce qu'on veut entendre. Le message est filtré même en fonction de notre personnalité. Ce matin, j'ai dit que la personnalité, c'est la résultante de tout ce qui est éducation, arrière-plan culturel et même de notre formatage psychologique. C'est tout ça qui pose les bases de notre personnalité. Donc, chaque fois qu'on est en train de nous dire quelque chose, on filtre à travers notre personnalité. Et on n'écoute pas ce que l'autre est en train de dire, mais on est en train de filtrer son message. Et il est étonné qu'on ne comprenne pas. Mais c'est qu'on filtre. On filtre même pas par rapport à nos filtres émotionnels. La manière dont nous pouvons réagir, de nous comporter au niveau mental, l'expression de nos émotions. On filtre le message en fonction de ça. Diapo suivante. Donc, d'une manière générale, nous n'écoutons pas le message pour produire l'effet, mais nous écoutons le message juste pour répondre, pour réagir, mais pas pour produire l'effet escompté. Ça sera fondamentalement un gros problème de communication dans les couples. Le fait que quand quelqu'un est en train de parler, on ne l'écoute pas pour poser l'acte qu'il veut, pour faire la réaction qu'il souhaite, mais on l'écoute, filtrant déjà son message, et on est en train de voir comment réagir, comment lui répondre. Même si la réponse est parfois un effet, mais la plupart du temps, ce seraient des actions qu'on veut voir. Et je voudrais vous parler d'un filtre spécifique que beaucoup de personnes ignorent dans le couple, et ça sera un gros problème dans beaucoup de couples. On appelle ça les filtres spécifiques à la femme. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7, de tenir compte dans nos relations avec nos épouses
de leur nature délicate. Les versions anciennes qui sont proches des versions originales disent leur nature délicate. D'autres versions disent leur nature complexe. Et les traductions de Louis II vont dire leur nature faible. Mais à l'origine, c'était en fait leur nature délicate ou leur nature complexe. C'est quoi la nature complexe de la femme dont il faut tenir compte dans la communication parce que c'est un filtre? Si homme, tu es ici et tu as femme et tu ignores ces éléments-là, vous n'allez pas faire une semaine sans vous chamailler, sans vous crier dessus. Ça, c'est clair. Nous allons voir. En fait, le filtre dont on parlait, dont la Bible parle, en parlant de la nature délicate de la femme, c'est que la physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement de la femme change au moins 4 fois dans un mois. Or, en face d'elle, elle a un être, c'est-à-dire l'homme, dont le fonctionnement ne change presque pas. Parce qu'il y a un fondement en psychologie. En psychologie, on dit à chaque changement physiologique, un changement psychologique. C'est-à-dire, si le fonctionnement de la personne change à l'intérieur d'elle-même, sa manière de se comporter aussi change. Amen. C'est de là qu'on a tiré la psychologie de l'enfant, la psychologie de la femme enceinte, la psychologie du 3e âge. Parce qu'on a constaté que pendant ces âges-là, pendant ces périodes-là, le fonctionnement de la personne change. Et chaque fois que le fonctionnement de la personne change, son comportement aussi change. Voilà que la femme que tu as prise, qui est dans ton salon là, son fonctionnement change 4 fois dans un mois et tu n'as jamais su ça. Donc quand son fonctionnement change 4 fois dans le mois, c'est que son comportement aussi suit. Alors, et j'ai dit que c'est un filtre spécial dans la communication. Donc, lorsque tu prends la femme, on est là, à un moment donné, elle est dans la période menstruelle. Elle est en train de saigner. Pendant qu'elle est en train de saigner, tout le temps, elle est mouillée. Elle prend des précautions pour ne pas se tacher parce que ce n'est pas honorable pour une femme de laisser du sang partout où elle passe. Et donc, elle est complètement mal à l'aise. Il y a des contractions, les spasmes au niveau de l'utérus pour faire sortir les caillots de sang parce que c'est son fonctionnement, c'est sa physiologie. Mais toi, homme qui est assis en face de ça, tu n'as jamais expérimenté ça, donc tu ne peux pas savoir ça. Donc, ça va déterminer son comportement. Donc, ça va déterminer ses réactions quand toi, tu seras en train d'envoyer tes messages. C'est en ce moment-là, tu vas dire, bon, écoute, on nous a payé nos primes ce soir, on va sortir. Elle va dire, d'accord. Arrivé, tu dis, bon, tu veux prendre quoi? Malta Guinness? Non. Tu veux quoi? Fanta Citron? Non. Je ne veux pas prendre de sucrerie. Mais habituellement, tu prends sucrerie. Tu veux prendre alors quoi? FIFA? Mais on est sorti pour nous faire plaisir. Tu dis que c'est FIFA, tu vas prendre. Si c'est FIFA, on a de l'eau au robinet, on serait resté à la maison. Mais à cause du fonctionnement, elle ne va pas accepter de prendre des choses qui pourraient augmenter son saignement. Mais toi, tu n'as jamais su ça. Donc, toutes ces réactions vont déterminer ça. Des fois, même tu dis, on va sortir, elle dit, non, je ne sors pas. Parce qu'elle n'est pas bien à l'aise. Après ça, il y a la période post-menstruelle. Donc, si dans la période précédente, elle était emprisonnée, elle était limitée dans ses mouvements, dès que cela sort, elle devient une personne maintenant qui peut gambader. C'est le moment où elle enchaîne maintenant les visites. Non, 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 papa, on ne va pas vite rentrer. Hein? Donc, il y a une soeur qui a accouché. Après la réunion de prière, on va passer pour la saluer. Après, j'irai voir maman pasteur et je vais enchaîner, mais en même temps avec la prière du soir. Oh, madame, viens au moins voir un peu ta maison. Non. Parce que là, maintenant, elle est comme libérée. Elle est délivrée de certaines choses. Donc, il y a cette période-là. Alors, dans cette période-là, la communication va différer parce que sa physiologie a changé, donc sa psychologie aussi va changer. La troisième chose, c'est la période fertile. Et ça, je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, chers hommes, la période fertile, c'est peut-être 2, 3, 4 jours dans le mois. Et vous savez quoi? C'est le seul moment où la femme a envie de s'approcher de son mari. Passer ce délai-là, elle ne le fait pas devoir. La seule période, la période fertile. Vous allez voir que les autres mammifères, ils ne s'approchent du mâle que dans cette période-là. Élevez un chien et mettez une chienne à côté. Ils seront là tout le temps. Le chien ne va rien demander à la chienne, sauf quand la chienne est dans sa période fertile. Passé cette période-là, rien. On raconte qu'il y a 2 êtres au monde
qui font l'intimité, qui vont dans l'intimité par plaisir. C'est l'homme et c'est la baleine. Tous les autres vont pour devoir de procréation. Donc, passé cette période, la femme n'a aucune envie de s'approcher de l'homme. Si elle le fait, ce n'est pas devoir. Toutes les femmes qui le font en dehors de cette période-là, je prie que Dieu les bénisse parce qu'elles assument bien leur devoir. Bonsoir, maman. Amen. Et après cette période, on arrive à une autre période, la période prémenstruelle. Les hormones qui vont produire la menstruation commencent par circuler. Elle-même, elle est troublée. Elle sent une confusion. Elle est irritée et aigrie en elle-même. Toi qui ne comprends rien de la nature délicate de la femme, tu viens à la maison pour dire, bon, le samedi, on ira saluer ma tante. Elle a dit, quelle tante? Pourquoi elle ne vient pas nous saluer? Depuis qu'on est ici, combien de fois tu l'as vu venir nous saluer? J'ai dit, on ira saluer notre tante, tu me dis, elle ne vient pas nous saluer. C'est la tante qui m'a gardé quand j'allais au collège. Je m'en fous. Sa tante sorcière. Ah, ma tante sorcière. Toi-même sorcière. Ton père sorcier. Ta mère sorcière. Ça commence. Et si on ne fait pas attention, on termine ça chez le pasteur. Mais si tu fais attention, vous vous chamaillez suffisamment et vous vous calmez. 3-4 jours après, lorsque cette période va passer, tu rentres du boulot et elle dit, quand est-ce qu'on ira saluer ta tante? Quelle tante? Ah, j'ai déjà acheté un sac de riz et du pétrole pour qu'on puisse saluer la tante. Oh, c'est de ça que j'avais parlé la dernière fois, on a failli casser notre maison, non? La physiologie a changé, donc la psychologie aussi a changé. La communication peut passer maintenant. Mais le communicateur, c'est-à-dire celui qui émet le message, ne savait pas qu'il y a ce filtre spécifique dont il faut tenir compte. Même si la Bible nous a informés. La Bible a dit, dans vos relations avec vos épouses, tenez compte de leur nature délicate. On n'a jamais compris c'était quoi la nature délicate. Et le français courant est venu tuer ça pour dire que c'est leur nature faible. Si quelqu'un me suit, qui dise Amen. Donc c'est de ce filtre-là que la Bible parle, qu'il faut savoir dans la communication. Or, elle a en face d'elle quelqu'un dont l'état émotionnel ne change pas durant tout le mois. Donc tout ce qu'on lui offre là, lui peut bouffer tous les soirs. Les grands comprennent de quoi je parle. Amen. Donc, alors, les ingrédients de la bonne communication, comme une bonne sauce, la bonne communication, c'est des ingrédients. Et 90% de la communication sont non verbales. Lorsque tu émets un message, la personne n'a pas besoin d'agir, elle n'a pas besoin de parler, elle n'a pas besoin de bouger, mais elle est en train déjà de te donner une réponse. Nous allons voir. Regardez ceci. Lorsque vous voyez quelqu'un assis quelque part sur un fauteuil avec un turban, entouré de beaucoup de personnes, et d'autres personnes sont en train de se prosterner littéralement, ça vous fait penser à quoi? N'est-ce pas? Donc, on est en train de révérer la personne. Alors, la posture, qui n'est pas un verbe, qui n'est pas une parole, aura un élément important dans la communication. La posture, un élément non verbal, aura un atout important dans la communication. Bien-aimés, si vous ne mettez pas l'ingrédient posture dans votre communication va beaucoup souffrir. Amen. Lorsque tu vas dans une maison et tu regardes les enfants pendant 5 minutes, tu sais quel type de communication existe entre leur père et leur mère. Amen. Donc, n'oubliez pas que la posture aura un atout important dans la communication. Tu peux dire quelque chose à quelqu'un et il ne tient pas compte de ton message, il ne tient pas compte du canal que tu as utilisé, il ne tient pas compte du moment où tu l'as dit, il ne tient pas compte de qu'est-ce que tu as dit, mais il dit, il est venu se mettre gaillardement debout pour me dire. L'ingrédient quoi? Quel ingrédient a manqué à ta communication? La posture. Bien-aimé, il y a des éléments simples qui vont ajouter quelque chose à la communication dans le couple. Lorsque tu parles à ta femme, il y a des éléments posturaux que tu peux utiliser pour qu'elle comprenne que celui qui me parle, c'est la personne qui m'aime, c'est mon chéri, que c'est la personne qui me parle, elle a de l'affection pour moi et elle communique affection. Amen. Combien de fois pour dire quelque chose à votre femme, vous allez pour la toucher à l'épaule?
Pourtant, c'est des éléments simples qui auraient changé beaucoup dans votre communication. Combien de fois la femme montre une posture de révérence à son mari en tant que chef du ménage pour lui dire quelque chose. Pourtant, c'est des éléments simples qui auraient changé quelque chose dans la communication. Diapo suivante. La gestuelle. Donc, les gestes qu'on est en train de faire au moment de la communication vont importer beaucoup. Lorsqu'on est en train de livrer un message à quelqu'un et il fait comme ça, ton papa dit, bon, de toutes les façons, les résultats que tu as donnés ce semestre ne sont pas bons. Le semestre prochain, si c'est comme ça, on ne sera pas d'accord. Et il fait comme ça. Est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il a fait? Juste un geste. Mais ce geste-là est en train d'ajouter quelque chose à la communication, n'est-ce pas? Donc, il faut faire attention aux gestuels pendant la communication. C'est des ingrédients très importants dont il faut tenir compte. Si vous voulez communiquer efficacement, voyez quels sont les gestes qui peuvent accompagner la communication. La tonalité du moins, c'est de la voix. La tonalité de la voix. J'étais resté dans une maison avec un monsieur, il est chef de brigade adjoint. Et quand il vient à la maison, il s'assoit au salon, il dit, où est la télécommande? Et personne ne réagit. Je demande où est la télécommande? Et sa femme est venue et dit, monsieur, ici vous êtes venu à la maison. Nous ne sommes pas des gardés à vue. Si vous avez envie de crier, retournez à la brigade. Ici, là, on nous parle et on entend. On ne crie pas. Amen. La plupart du temps, nous croyons que c'est le timbre renforcé avec beaucoup de newtons de la voix qui fera la bonne communication. Mais je voudrais vous dire quelque chose, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ma maman était une maman qui avait beaucoup de garçons. On était 5-6 régulièrement à la maison. Il y avait 4 filles. Et chacun avait ses caprices, chacun avait sa manière de faire. Et la dame, elle grondait, elle pouvait gronder du matin jusqu'au soir. Elle a fait ça jusqu'à ce que nous, on ait quitté la maison. Mais je voudrais vous dire quelque chose ce soir. De tout ce que ma maman grondait là, je ne me souviens de rien. Parce que gronder, ce n'est pas de la communication. Mais les quelques rares fois qu'on a fait quelque chose, et notre papa dit, venez, et il vous fait asseoir, et il vous dit, est-ce que ce que vous avez fait, c'est bon? Moi, je suis telle personne ici, et c'est mes enfants qui font ce comportement-là. Quelle image vous voulez donner? Ça dit, même la personne qui est à 3 mètres de vous ne va pas entendre que vous êtes en train de parler avec papa. Bon, si vous croyez que c'est ça qui est bon et que c'est l'attitude que vous devez adopter, vous continuez. Ce qui est sûr, moi, je veux vous dire que ce n'est pas ça l'attitude d'un enfant sérieux qui veut faire plaisir à son papa. Vous pouvez partir. On dit, tu peux partir, mais 5 minutes après, tu es encore debout, tes pieds sont lourds. Alors que personne n'a entendu ce que vous vous êtes dit. Les 2 ou 3 fois que mon papa a fait ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Mais les 1000 fois que ma maman circule du matin au soir pour gronder, je ne me souviens même pas de quoi elle grondait. Bien aimé, gronder, ce n'est pas la communication. Même l'enfant de 1 an, il entend. Il reçoit le message. Il sait quand on est en train de lui parler avec amour, il sait si on est en train de communiquer avec lui, et il sait aussi si on est en train de gronder. J'ai dit quelque part quelque chose, j'ai failli me faire rudoyer. J'ai dit, il y a des gens qui ont le don de gronder. Au cours de la semaine, on devait amener notre bébé de 4 mois pour sa vaccination. Avant de partir, je l'ai pris dans mes bras. J'ai dit, Carl Neria, aujourd'hui c'est ton jour de vaccination, on va t'amener pour la vaccination. Les tatas là-bas vont te piquer. Ça va te faire un peu mal, mais ça va passer. C'est pour te donner immunité. C'est comme ça qu'on fait à tous les enfants. D'accord? Mais il était là, il souriait, tout ça là. Je l'ai remis à sa tata. On a embarqué, on est parti. Arrivé là-bas, on a dit, ah, il a retard de vaccination. Ils ont piqué la peau, ils ont piqué la peau, ils ont piqué au bras. Et il a commencé par jacasser, il criait, il criait. Toutes les infirmières ont essayé de le calmer, il ne s'est pas calmé. Quand je suis allé, j'ai dit, ok, amenez-le, je l'ai pris. J'ai dit, mais Carl Neria, je t'avais dit qu'on va te piquer, non? C'est ça, c'est fini. Et tout le monde nous regardait comme vous me regardez là. Et le bébé là, de 4 mois là, il s'est tué. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait avec lui? Communiquer. Je voudrais vous dire quelque chose, c'est une parenthèse. Lui, le sens d'écoute là,
il apparaît le premier et il disparaît le dernier. Donc le bébé de 24 heures, là, il entend bien et il fait la distinction des voix. Les psychologues pensent qu'il fait la distinction des voix déjà à partir de 48 heures d'existence. Et il fait la distinction des voix à partir de 48 heures d'existence et des visages aussi. Quand tu viens le regarder dans son berceau, si tu es déjà venu le regarder une fois, il sait. Si c'est la première fois que tu le regardes, il sait. Et quand tu es en train de lui parler, il entend aussi. C'est de là qu'on a tiré les réconciliations, même à la dernière minute. Même ton papa dans le coma, si tu as l'occasion de lui dire, papa, je t'ai toujours dit que Jésus-Christ t'aime, il veut te sauver. Écoute, tu peux toujours faire la paix avec Jésus-Christ. Si tu as l'occasion de le faire, fais-le. Parce que c'est lui qui est le dernier sans à disparaître. Même à une minute de la mort, la personne continue à entendre. Donc le bébé entend. Il suffit de lui parler. Il va écouter. Tout le monde était étonné. Les dames ont dit, waouh, c'est parce que tu es psychologue. J'ai dit non, ce n'est pas parce que je suis psychologue. N'importe qui communique avec quelqu'un, la personne va faire la réaction appropriée. Donc, en matière de communication, il y aura le timbre vocal. Lorsque vous criez dans la maison, on a l'impression que vous ne vous adressez à personne. Lorsque vous grondez dans la maison, on a l'impression que vous avez envie de gronder. S'il y a un message à dire à un enfant de 2 ans, appelez-le, faites-le asseoir. Pour dire, mais regarde la manière dont tu as cassé les verres. Si tu casses tous les verres ici, on n'aura même pas de verre. Quand on va chez les autres là, tu vois qu'on nous donne de l'eau dans les verres, non? Tu as cassé un avant-hier. Ce matin encore, tu viens de casser un. Finalement, on n'aura pas de verre. Vous allez voir que le message va le pénétrer. Beaucoup plus que tout ce qu'on aurait pu faire d'autre en matière de communication. En matière de communication, il y a le cadre qui importe. On l'a dit en haut, qu'on peut dire tout. Où on peut dire beaucoup de choses, mais il faut choisir le cadre idéal, il faut choisir le contexte où on doit le dire. Le décor compte en matière de communication. Lorsque tu es jeune pasteur, fraîchement arrivé à l'EBSE, et tu fais le ministère aux côtés de notre papa, le bishop, et un jour, une sœur de l'église dit, frère, est-ce que tu peux venir me saluer chez moi à la maison? Tu dis, oui, avec plaisir. Arrivé là-bas, tu trouves ce décor-là. Même si tu es pasteur hautement spirituel avec onction, quand tu vois ce décor-là, tu ne sais pas ce que la sœur dit. Si tu sais, il faut acclamer le Seigneur. Amen. Donc, la communication a ce qu'on appelle le décor. Le cadre dans lequel on est en train de communiquer là, il y a un décor qu'on a mis. Ça augmente des informations à notre message sans qu'on ait à dire un mot. Amen. Donc, si vous voulez améliorer la communication dans votre maison, de temps en temps, il faut donner à la communication le décor qu'il faut. Il faut la mettre dans son cadre. Vous allez voir que la communication sera très efficace. Amen. Diapo suivante. Alors, les perturbateurs de la communication. Les perturbateurs de la communication, c'est des éléments qui tuent. Quand vous lisez le psaume 55, verset 10, vous allez le retrouver là. Il va agir sur l'émetteur, il va agir sur le message, il va agir sur les moyens, il va agir sur le receveur et il va bloquer l'effet. Bien-aimés, nous sommes des couples chrétiens. Nous avons un gros perturbateur qui ne veut jamais que notre communication soit efficace, qui connaît toutes les étapes de la communication et qui sera prêt à embrouiller, soit en A, en B, en C, en D ou bien en E. C'est notre adversaire, le diable. Si vous savez ça, vous devez faire très attention dans votre communication. Bien aimé, toutes les fois que tu dis quelque chose à ton mari, l'ennemi est là, prêt à parasiter la communication. Toutes les fois que tu dis quelque chose à ta femme, le diable est là, prêt à parasiter la communication. Et il est aux aguets. La Bible dit de lui quoi? Que notre adversaire fait quoi? Et il dort, il va revenir le soir pour contrôler? Non! Que quoi? Pour t'amener à pécher là, il va parasiter la communication. Et ça va commencer tout doucement. Tu es en train d'aller au domaine pour faire une course. Tu as déposé ta carte d'identité sur la table. Ta femme commence par dire quelque chose. La communication est embrouillée par l'ennemi. Vous vous chamaillez. Tu t'énerves, tu prends la clé de ta moto, tu t'en vas. Arrivé, tu as quitté Akasato. Arrivé au ministère au domaine, aux impôts, là, tu te rends compte que tu as oublié ta carte d'identité. Le monsieur dit non, s'il n'y a pas la carte d'identité, vous ne rentrez pas. Tu fais quoi? Tu mets 2 litres d'essence pour retourner à Akasato, chercher carte d'identité et revenir? Non.
Maintenant, le diable qui a fait que ta communication a été embrouillée, il a réussi son coup. Notre adversaire rôde, cherchant qui dévorer. Il va dévorer qui? Celui qui tombe dans le péché. Donc, il va te dire, mais écoute, gère la situation. Tu mets la main en poche, tu serres la main, tu dis, bon, ok, il n'y a pas de problème, je vais partir. En lui serrant la main, tu lui serres la main avec un billet de 500 francs. Il dit, bon, ce qu'on va faire, vous pouvez aller, mais ne durez pas. Tu viens de faire quoi, là, en tant que chrétien? Le diable va prendre ça le soir. Quand tu vas commencer par dire, Seigneur, il va dire, non, ce n'est pas Seigneur. Tu as vécu dans le péché aujourd'hui. Et il va t'amener en arrière. Alors que tu étais déjà là, à la porte du trône, tu veux parler à ton Dieu, il va te ramener en arrière pour commencer par quoi? Pas d'abord demander pardon, pas d'abord te repentir, pas d'abord confesser les péchés. C'est comme ça l'ennemi nous atteint simplement dans la communication. Si quelqu'un me suit, qui dise Amen. Amen. Diapo suivant. Alors, il y a des erreurs que nous commettons régulièrement dans la communication. Premièrement, c'est le ton inapproprié. Donc, toutes les fois que vous voulez parler à votre mari ou à votre épouse, vous n'avez pas besoin de gronder. Vous avez besoin d'utiliser le ton approprié. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de faire comme mon ami le chef de brigade. Parler, la personne entend. Deuxième erreur, le lieu non indiqué. Ah, il y a des gens qui sont forts en ça au moment où les visiteurs arrivent. Pour dire, mais maman, depuis là, on est là, tu ne trouves... Elle ne va pas aimer ça. Il y a un endroit, il y a un lieu où tu vas lui faire des observations et des remarques. Si quelque chose n'a pas bien fonctionné, il y a un lieu indiqué pour ce genre de communication. Le couple doit savoir ça. Troisièmement, il y a des signes aggravant la communication, les gestuels, la mauvaise aptitude, soit au niveau de l'émetteur ou même au niveau du receveur. Lorsque tu appelles quelqu'un, tu es en train de lui parler, tu n'as pas fini de parler, il fait comme ça et il te tourne le dos. Ça, c'est des signes qui aggravent la communication. Donc, il faut faire attention. Les mots et expressions seront importants dans la communication. Quels mots tu utilises dans ta communication? J'ai reçu en consultation psychologique une fille. Elle doit avoir grandi un peu en Europe. Elle me parlait de son fiancé. Elle me dit, docteur, franchement, je n'en peux plus. Il m'emmerde, il me fait chier. C'est agaçant. Vraiment, tu connais beaucoup de mots, hein? Je lui ai dit, ok, fais-moi le point de tous les mots que tu utilises quand tu veux parler. C'est agaçant, c'est chiant, tu m'énerves, tu me... plein de trucs comme ça. Et si je ne suis pas constant, basta, tu me colles la paix, tu me fous à l'équateur. J'ai dit, d'accord. Maintenant, comme c'est ton fiancé, que vous voulez mieux communiquer, remplace toutes tes expressions-là par des expressions autres, qui soient plus respectueuses, qui soient plus courtoises. Parce que les expressions comme ça, là, c'est des expressions d'adolescents en France. Et tu as aujourd'hui 24 ans, c'est comme si tu es restée adolescente. Tu as été, bon, en vérité, son diagnostic, c'est ça, elle a été bloquée dans son développement psychologique. Elle avait 12, 14 ans quand on l'a ramenée de la France. Quand elle est venue ici, elle est restée une adolescente française, alors qu'elle a 24 ans. Donc, elle est restée dans les expressions. Même si elle était en France, à 24 ans, elle n'allait plus utiliser ces expressions. Mais comme elle a été bloquée, elle est restée dans ça. Ils ont des problèmes. Dans la communication, il y a des circonstances aggravantes, c'est le silence. Lorsque quelqu'un t'envoie un message verbal, le minimum qu'on puisse faire, c'est de donner une réponse verbale. On doit le savoir dans le couple. Lorsque je dis, bon, voilà ce que tu vas faire ce soir, tu ne peux pas te lever tout de suite et partir. Le minimum, c'est de dire oui. Ah bon, papa, les couches du bébé sont finies. Est-ce qu'en venant, tu peux nous prendre des couches? Le minimum, c'est oui. Ou bien, ah, ce n'est pas évident que j'ai le temps. On pourra peut-être chercher à la pharmacie à mon arrivée. Donc, si la personne utilise un canal donné, la réponse sur le même canal. Il y a beaucoup de personnes, au moment où on faisait encore les lettres, tu lui écris pour dire, ah voilà, salutations mon frère, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, je te souhaite bonne et heureuse année, ta famille, comment tout le monde se porte. Et 6 mois après, vous vous rencontrez, il dit, oh vraiment mon frère, j'ai reçu ta lettre, hein, mais j'ai la paresse de répondre. J'ai dit, non, ce n'est pas la paresse, tu es mal poli. Il dit, ah bon? Oui. Parce que c'est comme si quelqu'un te dit bonjour, et tu dis, j'ai la paresse de dire bonjour. Si quelqu'un suit qui dit Amen. Parce qu'en matière de communication, le canal que l'autre utilise pour t'envoyer le message, c'est sur ce canal-là, il attend la réponse. Avant que l'effet maintenant ne commence pas à se manifester. Donc le minimum, c'est de dire oui,
ou non, mais le silence sera un élément embêtant dans la communication dans le couple. Toutes les fois qu'on vous parle, ou votre épouse vous parle, et vous ne répondez pas, sachez que vous êtes en train de faire une mauvaise communication dans le couple. Alors, donc, j'ai dit que ce soir, je ne vais pas m'étaler sur la communication du couple. J'ai parlé de la communication dans le couple. La communication du couple, c'est que, à partir du moment où vous êtes en couple, là, vous êtes en train de véhiculer un message. Tous ceux qui vous regardent dans le quartier, vous êtes en train de leur transmettre un message. Toute la jeunesse chrétienne qui vous regarde, vous êtes en train de transmettre un message. Donc, vous communiquez sans rien dire, sans organiser conférence, sans rendre témoignage à l'église, vous communiquez. Une fois, j'ai dit à l'église aux jeunes, lorsque vous voyez un homme et une femme se remorquer dans la moto, sur la moto et venir au culte dimanche, ou bien vous voyez un homme et sa femme monter dans la voiture et venir ensemble au culte dimanche, c'est un niveau de communication. Ce qu'ils sont en train de montrer là, c'est un niveau. S'ils n'ont pas de niveau, le dimanche matin, ils vont se chamailler, l'homme sera prêt, la femme ne sera pas prête, lui va partir avec les enfants et la femme va prendre sa voiture, vient, elle va prendre Zem pour rejoindre. Et vous allez croire que ils ont deux voitures, chacun vient avec sa voiture. Non, 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 non. Ils sont d'un niveau bas. Donc, leur couple ne communique pas un bon message. Bien-aimés, je voudrais vous dire ceci. Partout où vous êtes passé en couple, n'oubliez pas que vous êtes en train de laisser un message. Parce que votre couple communique. C'est ça qu'on appelle la communication du couple. Et je voudrais vous dire ceci. Le jour où vous serez quelque part, et vous commencez par vous chamailler publiquement, et c'est les gens du voisinage qui vont venir pour dire non, papa, pardon, calme-toi, maman, Djalé, reste tranquille. Il faut savoir que vous êtes comme un monument qui est en train de tomber en morceaux, en termes de communication. Toutes les fois que vous avez offert dans votre quartier, dans votre voisinage, dans votre entourage, des spectacles désolants, où on s'insulte, où on se chamaille, on est en train d'offrir un spectacle désolant. Je vais aller plus loin. Toutes les fois que vous êtes incapable de régler les problèmes de communication dans votre couple, et vous venez voir le diacre, vous venez voir le pasteur va le faire pour vous, mais vous êtes en train de faire une mauvaise communication. Vous savez quoi? Ce pasteur-là, il va régler le problème mais avec beaucoup de plaisir, et il va suivre pour voir comment ça évolue. Mais il ne vous confiera jamais de responsabilité dans le domaine des couples, parce qu'il sait que vous êtes incapable de régler vous-même les problèmes de votre couple. Si quelqu'un suit qui dit Amen. C'est ça la communication du couple. Donc, toutes les fois que nous bougeons en couple, là, nous communiquons. Diapo suivante. Alors, donc, un couple doit avoir une communication harmonieuse, doit montrer une harmonie, comme il y a l'harmonie dans la Trinité. Comme cette image. En tout cas, il donne l'apparence d'une bonne communication de couple. Quand tu les vois, tu vas dire, ah, vraiment, un couple tranquille. Ils sont en train de marcher sur tapis rouge. L'homme est bien tiré et il est élégant. Il est élancé aussi, 1m82. Bon, je ne sais pas, ainsi l'image, ce n'est pas évident. Amen. Lorsque votre couple communique bien, vous donnez envie aux jeunes de se marier. La dernière fois, il y a un jeune qui m'a écrit pour dire vraiment, tonton, il faut beaucoup prier pour nous. Hein. De temps en temps, il faut nous donner des conseils. Parce que vraiment, avant-hier, j'ai vu un monsieur avec sa femme. Vraiment, ce que j'ai vu là, je ne commence pas à me poser de questions. Ça fait quoi? Mauvaise communication du couple. Donc, leur couple communique mal et ça ne donne pas envie aux jeunes qui les regardent de se marier. Or, si votre couple communique bien, ça donne envie aux jeunes de faire comme vous. Diapo suivante. Votre couple, s'il communique bien, il n'a même pas besoin de faire tapage pour évangéliser. À regarder, on sait que ce couple-là, il a la crainte de Dieu. Ça, là, c'est maman pasteur et papa pasteur. Parce que la communication de leur couple fait passer un message au-delà de ce qu'eux-mêmes, ils pensent. Votre couple, s'il communique bien, il va susciter le respect et l'admiration, même si vous n'avez rien sur le plan matériel. Vous voyez, ils ont amené des petits trucs et l'homme et la femme sont en train d'étaler à côté de leur cabane. C'est là où ils vivent. Mais quand tu les vois, tu sens que c'est un couple où il y a de l'harmonie, ils communiquent. Diapo suivante. Alors, ce couple-là, il rassure qu'on peut vivre fidélité et paix dans le couple. Lorsque le couple communique bien, on se dit non, dans ce couple-là, on est sûr qu'on peut obtenir la fidélité. On est sûr qu'on peut vivre en paix, que là, ils ont la paix.
Et comme ça, votre maison va devenir un havre de paix. Parce que vous communiquez bien à l'intérieur, donc il y a la communication dans le couple qui est bon, et il y a la communication aussi du couple qui est bonne. Alors, bien aimé, pour terminer complètement cette communication, comment s'améliorer? Parce qu'avec tous ces filtres, avec tous ces perturbateurs, avec tous ces parasites, avec tous ces prédateurs, nous nous rendons compte que nous avons beaucoup de fois mal communiqué. Comment s'améliorer? Premièrement, il faut sélectionner les moments de communication. On ne peut pas dire tous les messages en tout temps, en tout lieu, n'importe quand et n'importe comment. Il y a certains messages pour lesquels on est obligé de faire des sélections. Par exemple, on peut dire, dimanche quand on va rentrer de l'église, je voudrais qu'on discute de... Donc, on fixe le moment pour faire certains débats, pour faire certains échanges. Diapo suivante. Si vous devez parler à votre conjoint, il serait intéressant d'adopter la bonne posture. Ça va améliorer fortement la communication. Le simple toucher est thérapeutique. Le simple toucher est thérapeutique. Lorsque vous vous approchez de votre époux ou de votre épouse et vous posez la main sur lui, vous dites, papa, et ta journée? Oh, j'ai voulu t'appeler toute la journée, mais je n'ai pas eu le temps. Ça s'est bien passé. Ce n'est pas la même chose que quand on est de l'autre côté. C'est bon, papa, tu es rentré et la journée, ça s'est bien passé. Ce n'est pas pareil. Le simple toucher là est thérapeutique. Amen. Et lorsque nous serons sur d'autres tempos, je pourrais même aller plus loin. Il y a des parties où quand tu touches, tu es en train d'informer la personne qui aura quelque chose le soir. Pour le moment, on ne peut pas parler de ça ici en détail. Quelqu'un dit Amen. Amen. Diapo suivante. Non, revenez sur la diapo. Alors, donc, je disais que la posture de respect pour la femme et la posture d'amour pour l'homme, c'est des éléments très significatifs dans le développement psychologique de l'homme. Et lorsqu'on va dans une maison, on s'assoit, on voit les enfants venir parler à papa, parler à maman, déposer quelque chose sur le guéridon. 5 minutes après, on sait quel type de posture on adopte dans cette maison pour parler. On sait quelle est la communication de ce couple à travers les enfants. Il y a beaucoup de choses qui se traduisent sur les enfants, on n'a pas l'impression. Lorsque je reste avec un enfant 5 minutes, je sais que si c'est une éducation monoparentale, 5 minutes. Donc, c'est important parce que les enfants vont porter les stigmates de la bonne communication dans le couple et ils vont porter les stigmates de la bonne communication du couple. Il faut éviter les sauts d'humeur. Écoutez-moi bien. Si votre idée ne passe pas, pendant que vous êtes en train de communiquer avec votre conjoint, ne vous enflammez pas. L'homme n'a pas besoin de dire « c'est moi le chef ». Le jour où tu commences par dire « c'est moi le chef », il faut savoir que tu es en train de perdre ta responsabilité, ton pouvoir. Sinon, tu n'as pas besoin de le dire. Tout le monde sait dans la maison que c'est toi le chef. Si tu dois le répéter, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ne criez pas. Ne revendiquez même pas votre position. Ne vous enflammez pas. Et les femmes doivent faire aussi attention à ne pas pleurer. Lorsque vous commencez par échanger, vous ne vous entendez pas, les positions ne s'accordent pas. Allez, elle commence. Alors, je savais, j'ai sacrifié ma vie, et aujourd'hui, c'est ça que tu vas... Un de mes doyens conseillers conjugal, M. Tano, ou Dano a dit, si vous faites ça, vous allez agir sur l'émotion de votre mari. Il va abandonner sa position parce que de toutes les façons, il ne vous a pas amené là pour pleurnicher. Il va abandonner sa position. Il va adopter votre position qui n'était pas la meilleure. Et vous allez mettre votre couple dans le gouffre. Donc, ne commencez pas à pleurnicher. Non. Sortez avec des arguments. Différez s'il le faut. Revenez à un autre moment de la journée. Apportez des arguments supplémentaires. Si c'est qu'il s'est enflammé, cherchez le moment où il peut se calmer. Et vous allez apporter vos arguments. Illustrez autant que vous pouvez. Mais si vous commencez par pleurer, il va abandonner et tout le monde va partir dans le décor. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire ceci. Un couple chrétien est une école. Amen. Un couple chrétien est une école. Donc, la communication de votre couple déterminera quelle école vous êtes. Donc, jusqu'à présent, il y a des couples qui sont école maternelle, ce qu'on appelle communément apatam.
Il y a des couples qui sont école primaire et il y a des couples qui sont université. Mais de temps en temps, c'est bon de s'évaluer. Sortez, allez faire un séminaire de couple. Allez quelque part pour dire, nous voulons évaluer. Comment on est en train d'évoluer là? Quel témoignage nous véhiculons dans notre couple? Évaluez-vous, faites des séminaires de couple. Si vous avez des sujets importants, retirez-vous. Passez du temps dans la présence de Dieu, dans la prière et discutez. Étalez les sujets. Sujet 1. Ah non, non, moi je pense que... Faites comme un séminaire. Vous allez voir que ça va vous grandir. Ça vous permet de savoir à quel niveau de communication on est. Est-ce qu'on va continuer à se chamailler, à se rentrer dedans dans le quartier devant les enfants? Ou bien les enfants vont nous dire, mais ce n'est pas possible. Je suis resté 6 mois ici, je ne vous ai jamais entendu discuter. Récemment, j'ai gardé des jeunes et le jour de leur départ, ils ont dit, ben, nous, on veut poser une question. J'ai dit, oui, posez votre question. Il vous arrive de vous bagarrer? Il nous demande, mon épouse et moi, s'il nous arrive de nous bagarrer. J'ai souri. J'ai dit, qu'est-ce que vous auriez gagné dans notre bagarre? Mais n'oubliez pas que le matin, on a dit qu'il n'y a pas de couple sans conflit, que le conflit est inhérent à la vie de couple. Nous avons eu simplement une grâce. On sait où, quand et comment il faut aborder les différends. Donc, il est important que dans le couple, on puisse prier ensemble. Si nous ne communiquons pas bien à l'intérieur de notre couple, et le couple ne fait pas une bonne communication, ah oui, c'est vrai. J'ai dit prier ensemble. Il faut parler à Dieu, mais il faut écouter Dieu. Il y a quelque chose que nous ne faisons pas suffisamment dans nos communautés. Nous savons parler à Dieu, mais nous ne savons pas écouter Dieu. Amen. Même dans nos cultes, dans la liturgie de culte, il n'y a pas de moment pour écouter Dieu. Il y a des moments pour écouter la parole de Dieu révélée. Mais il n'y a pas de moment où on laisse chacun aller dans la présence de Dieu et voir qu'est-ce que Dieu veut te dire, toi, individuellement. Dieu peut te dire quelque chose à travers le Père, mais il n'est pas exclu que toi aussi, tu puisses aller dans la présence de Dieu et l'écouter. On doit apprendre à faire l'exercice. Nous allons dans la présence de Dieu, nous lui parlons, nous lui parlons, nous lui parlons, et au moment où il va nous répondre, on se lève pour partir. Comment on veut communiquer avec Dieu? Donc, il faut passer du temps à parler à Dieu, mais avoir aussi le temps nécessaire pour écouter Dieu. C'est important. On est dans la communication, n'est-ce pas? Tu parles à l'autre. Il veut te dire quelque chose, tu ne l'écoutes pas. Donc, c'est important. Alors, quelles sont les conséquences si on ne communique pas bien? Allons-y. Lorsque nous ne communiquons pas bien dans le couple, les conséquences, c'est ce qui est arrivé qu'on appelle effet Babel. Très simplement. On ne communique pas bien, on n'utilise pas le bon canal, pas le bon message. Première chose, la confusion s'installe. Deuxième chose, la dislocation naît. Troisième chose, la dispersion. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Chacun prend sa direction. Et ça fait souffrir le corps de Christ. Ça fait souffrir toutes les personnes à l'église qui vous ont admiré, qui vous ont unis. Toutes les fois que j'ai eu une responsabilité dans un mariage pour jouer n'importe quel rôle que ce soit. En même temps, je viens, j'enregistre et j'ai la main à la tête. Parce que le jour où ils vont commencer par faire le contraire de ce qu'on a dit publiquement là, c'est comme si ma responsabilité est engagée. Donc, toutes les fois que vous avez mal communiqué jusqu'à être en train de partir chacun dans sa direction, vous faites souffrir tout le corps de Christ. Alors, mesdames et messieurs, une question reste que chacun doit poser à Dieu ce soir. Seigneur, quel chemin tu me montres ou quel chemin tu me montrais depuis en matière de communication dans mon couple? Quel chemin je dois suivre? Où je dois me diriger, Seigneur, en matière de communication dans le couple? Si nous avons compris ce soir que nous n'avions pas maîtrisé tous les éléments de communication et que le plan de Dieu, c'était d'avoir une bonne communication à l'intérieur de notre couple et que le plan de Dieu, c'était de véhiculer un bon message, c'est-à-dire d'avoir une bonne communication du couple et que nous ne l'avons jamais fait, nous avons l'occasion ce soir de passer un petit moment dans la présence de Dieu pour nous repentir. Toutes les fois que j'ai heurté mon vis-à-vis, je n'ai pas été efficace dans ma communication. J'ai fait souffrir le corps de Christ à cause de la mauvaise communication de mon couple.
Allons dans la présence de Dieu ensemble. Demandons pardon à Dieu. Si tu es à côté de ta femme, tiens ses mains. Si tu es à côté d'un frère, tiens ses mains. Et demandons ensemble pardon à Dieu. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Père, mon Roi, pour ta grande fidélité. Merci mon Dieu pour l'occasion que tu nous donnes ce soir de revenir vers toi à travers une bonne communication. Nous avons pendant longtemps souffert des âpres de la mauvaise communication dans notre couple parce que nous ne connaissions pas qu'il y a des prédateurs. Nous ne savions pas qu'il y a des parasites qui étaient là, prêts à parasiter notre communication. Et nous nous rendons compte que par la mauvaise communication, par le fait qu'on ignorait, on ne connaissait pas un certain nombre de choses, on ignorait les filtres, même les filtres spécifiques de nos épouses, que nous avons mal communiqué avec elles. Nous les avons fait souffrir et nous-mêmes nous avons souffert. Et le corps de Christ a souffert. Ce soir, Père, nous venons en ta présence pour te demander pardon. Nous venons au pied de ta croix, Papa des cieux. Toi qui es le Dieu de grâce, nous ne méritons rien devant toi. Nous prions que tu nous redresses dans notre communication et que tu nous améliores. Désormais, que nous puissions communiquer efficacement et que notre communication fasse du bien à nos vis-à-vis, à nos conjoints. Et que notre communication puisse véhiculer le message que tu veux. Que notre communication puisse être un témoignage. Que nos couples commencent par témoigner à cause de la bonne communication de nos couples. Que les gens autour de nous puissent dire non, ceux-là, on les voit tout le temps à l'église et ça se sent sur eux. La plupart du temps, c'est qu'on voit les gens à l'église, mais au moment où leur couple doit communiquer, ça communique n'importe quoi. Ça communique différent, ça communique dislocation. Je condamne et je refuse ça dans la vie des couples, de tous mes frères et de toutes mes soeurs ici présentes ce soir au nom de Jésus-Christ. Je prie que la grâce du trône amène une meilleure communication. Une communication qui facilite les choses. Père, nous te disons merci pour ta fidélité. Tu es élevé au plus haut des cieux et nous bénissons ton nom, Père. Papa des cieux, ce n'est pas évident que j'ai apporté ce que tes enfants attendaient. Mais je sais que le Saint-Esprit, mon allié sûr, est là. Et il va les suivre dans leur domicile. Et il va compléter ce que je n'ai pas dit. Je sais aussi que j'ai fait des erreurs, Papa. Je prie que la grâce du Saint-Esprit couvre mes lacunes. Et que tes enfants entendent ce que tu as voulu qu'ils entendent pour leur édification spirituelle. Nous te bénissons, Papa, pour la vie de notre Père et pour la vie de tous les serviteurs de Dieu ici. Merci pour le pasteur Waidi, à qui tu as confié la responsabilité de la jeunesse et par lequel tu es en train de faire beaucoup de choses. Je prie, Seigneur, que tu l'élèves davantage. Merci, Seigneur, pour ta grande fidélité. Que la gloire soit à toi, Père, assis sur le trône de gloire. Que la gloire soit à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire soit à toi, Saint-Esprit. Merci, Papa des cieux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est béni ici ce soir? Même si vous n'êtes pas déjà en couple, vous avez entendu des choses qui vous aideront. Alléluia.